Chers amis, chers camarades, merci d'être là pour la clôture de ces universités de la gauche républicaine. Pour respecter la tradition et pour la dernière fois, je voudrais procéder aux remerciements pour l'organisation de ces UGR, à commencer par les organisations qui ont participé à préparer ces journées et à les mettre en œuvre, le Parti de la gauche européenne, le mouvement républicain et citoyen, les radicaux de gauche, la nouvelle gauche socialiste, l'engagement et bien sûr la gauche républicaine et socialiste. Remercier leurs dirigeants pour la confiance renouvelée auprès de l'équipe d'organisation. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais on peut considérer que Rochefort, une fois de plus, a tenu ses promesses. Évidemment, il faut aussi remercier les militants. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais il y a quand même quelques personnes qu'il faut remercier en particulier, à commencer par Élodie Schwander et Antoine Parot, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Les petites mains qui ont tenu la librairie, le bar, l'accueil, Damien Van Den Broek, Laurent Mirmont, Nélia, Caroline Duguay et tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte. Ces universités, c'est au fond pour nous toujours l'occasion d'un grand moment de fraternité, de ne pas être que des militants isolés sur nos territoires, mais de se retrouver à la fois pour du travail intellectuel, du travail pratique, on l'a vu avec les formations de vendredi, mais aussi de la convivialité et retrouver ensemble la chaleur de la camaraderie. C'est quand même le sens de notre engagement. Être militant, c'est pas juste, Raquel l'a dit tout à l'heure, coller des affiches et distribuer des tracts, c'est aussi du travail intellectuel. Et moi, je voudrais dire à ceux qui pensent que être militant, c'est abdiquer sur sa liberté et ses idées, eh bien, venez discuter avec Catherine Coutard, discuter avec Augustin Bollock, et vous verrez si on abdique quoi que ce soit de sa liberté de penser dans un parti politique. Le militantisme, au fond, moi j'en suis très fier parce que c'est une forme très aboutie de notre civilisation. C'est à la fois de l'abnégation, c'est travailler à l'amélioration des moyens matériels et intellectuels de nos populations et de notre société. Et puis c'est, bien sûr, le cumul d'individualité et de spécificité, mais c'est avant tout porter un projet commun pour l'avenir, pour nos jeunes, pour le bien de toute la population. Est-ce que d'autres organisations le font, à part les partis politiques, de façon aussi générale, de façon aussi généreuse? Je ne pense pas. Et donc, un de nos travaux à faire dans cette société qui est devenue très égoïste, qui est devenue très repliée sur l'individu et sur son identité, un des travaux que nous avons à faire, c'est de revaloriser, c'est de redonner espoir à travers ce travail dans les organisations politiques. Et ça, c'est à nous de le faire tous les jours sur le terrain, d'expliquer ce que nous faisons, d'être transparents dans nos organisations pour montrer tout l'intérêt qu'il y a un jour à prendre sa carte et à devenir un camarade. À vous de le faire chaque jour sur le terrain. Merci à tous d'être venus, merci aux intervenants, merci aux animateurs, merci aux camarades locaux, Michael Vallée, qui a dû partir, mais Emmanuel l'a déjà remercié hier. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit pour le discours de clôture, Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, coordinatrice nationale de la gauche républicaine et socialiste. Oui, chers camarades, il me revient la responsabilité de clore nos débats. Enfin, clore nos débats, ils sont continus, nos débats. Ils vont continuer dans toute cette nouvelle année. Et peut-être plus encore que jamais, c'est nécessaire. Je voudrais d'abord insister sur le fait que notre union
Nos universités sont bien sûr de la gauche républicaine, donc de la fédération de la gauche républicaine. C'est important que nous gardions ce travail en commun entre nos différentes organisations, montrant par là aussi notre capacité à faire des synthèses entre des cultures historiques différentes, entre parfois des points de vue différents. On l'a vu sur les institutions, on sait très bien, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, il est très important que nous travaillions à une nouvelle synthèse pour offrir à nos concitoyens une proposition de gauche qui répond à certaines valeurs et à leurs attentes. Donc je me réjouis qu'on ait fait cette université et j'espère que nous allons consolider dans l'année qui vient la Fédération de la gauche républicaine. Je voudrais aussi remercier Emmanuel et vous-même hier pour le petit message d'amitié qui m'a beaucoup touchée. Sachez que je suis membre maintenant du Conseil économique, social et environnemental, donc je vais y poursuivre les combats et défendre les causes qui nous tiennent à cœur ensemble et qui me tiennent tout particulièrement à cœur moi-même. J'y siège en tant que représentante des coopératives HLM, ce qui est un double enjeu. Premièrement, le logement et le logement social, sujet d'actualité s'il en est, et le mode coopératif dont ma vieille racine deuxième gauche fait que j'ai toujours été très attentif aux mutuelles, aux coopératives, à l'autogestion, pas le bazar, mais le pouvoir ouvrier, etc. J'en dirai d'ailleurs quelques mots tout à l'heure. Donc voilà, le combat, comme disait Emmanuel gentiment, je ne suis pas en retraite, ni même en retrait. Je mène le combat ailleurs, autrement, et je l'espère avec efficacité. D'autant plus que ça nous amène à une des grandes questions de la période. Comment a-t-on pu dévitaliser la République française, notre démocratie, en, fragilisant et discréditant les corps intermédiaires? Car il y a le peuple et ses représentants, mais il y a aussi la nécessité de l'épaisseur de ce que dans d'autres temps on appelait la société civile, mais qui est aussi la capacité collective des citoyens de s'organiser pour des causes, défendre des intérêts et créer des rapports de force, des compromis, des synthèses, des revendications, bref, qui irriguent le corps social. Et il faut faire très attention à l'atomisation des citoyens. Il y a besoin de trouver des formes collectives qui permettent au peuple d'exprimer sa diversité, sa force et sa capacité à agir. De ce point de vue, les partis politiques me paraissent, et tu l'as très bien dit, Anthony, un élément déterminant, qui sont en crise, et force est de constater que toutes celles et ceux qui ont essayé de se dispenser des partis politiques vont vers des dérives qu'on connaît historiquement, c'est-à-dire croire que la qualité du chef se substitue à tout. J'ai beaucoup apprécié les propos de Raquel, ce qui ne m'a pas fondamentalement étonné d'elle, mais même de manière temporaire, croire qu'on peut se passer du rôle des corps intermédiaires et des partis politiques pour créer des synthèses politiques et des rassemblements me paraît une grave erreur et un affaiblissement potentiel de la démocratie. Alors Emmanuel l'a très bien dit hier, nous vivons dans un monde de grande déstabilisation. Évidemment, nous avons tous des pensées pour les victimes, notamment évidemment d'abord israéliennes, après l'agression du Hamas sur Israël. Nous aurons l'occasion de discuter des raisons de fond qui amènent à ça, de ce conflit israélo-palestinien qui paraît depuis tant d'années dans l'impasse et qu'on croyait bêtement, on croyait bêtement qu'une espèce de glaciation allait s'installer. Ben non, quand les choses sont injustes, que ça ne va pas, rien ne va. Donc en tout cas, on aura cette analyse. Je le dis parce que, évidemment, il y a un temps pour tout. Il y a d'abord le temps pour la solidarité, l'émotion, parce que c'est jamais par ces méthodes qu'on règle les problèmes, mais il faudra bien s'attaquer aux problèmes eux-mêmes. Il a eu raison de parler de l'Azerbaïdjan, il a eu raison de parler des Kurdes qui sont sous l'agression turque récemment. Bref, évidemment l'Ukraine. Bon, on voit tout ça, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse?
Eh bien, je crois que nous sommes maintenant définitivement dans la fin de la période historique post-mur de Berlin. Celle où on nous expliquait qu'avec la chute du modèle soviétique, on allait aller vers un grand mouvement de mondialisation et que aller de pair le développement de l'économie de marché partout et les progrès de la démocratie. Ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est strictement l'inverse qui se passe. On a des menaces partout sur la démocratie. Partout dans le monde, en tout cas dans un très grand nombre de parties du monde, le doute démocratique et l'offensive d'alternative à la démocratie politique s'expriment. On l'a vu à travers le fondamentalisme religieux, on le voit à travers, quand même, cette rencontre phénoménale entre le président chinois et Poutine qui dit « notre modèle va gagner ». C'est terrifiant. Mais le pire, c'est quand vous voyez par exemple les soutiens à l'ONU sur l'Ukraine, ou en tout cas l'abstention massive quand même d'un certain nombre de pays, et le basculement dans ces pays fascinés par ces méthodes totalitaires, dans les cas extrêmes, illibérales dans d'autres cas, c'est extrêmement angoissant. Mais c'est aussi, il faut en tirer les leçons. La démocratie n'est pas le corollaire du marché. Elle n'est pas renforcée. Elle n'est pas renforcée parce qu'on généralise le marché. Et on allait presque dire qu'aujourd'hui, on en est presque à l'inverse. C'est-à-dire que les crises sociales, démocratiques provoquées la mondialisation libérale a en retour de bâton des réactions extrêmement néfastes pour le modèle démocratique. J'insisterai pas non plus sur le fait que nous avons quand même été nombreux à refuser l'offensive, la présence, la guerre d'Irak. Essayer de faire croire qu'on va de force convaincre imposer la démocratie par la guerre, par l'armée. On voit que toutes ces expériences qui ont essayé de faire croire que la domination militaire d'un peuple allait ipso facto les amener à découvrir la joie et l'allégresse de la démocratie montrent bien que tout cela n'est pas vrai. Or, le combat pour la démocratie, pour l'universalité des droits, demeure un combat fondamental sur lequel nous ne devons pas lâcher. Deuxièmement, au sein même de l'Union européenne, on a exactement une forme de décalque comparable. On nous a dit le grand marché, la dérégulation, la libéralisation, vous allez voir, on va accueillir les nouveaux entrants avec l'élargissement, ça va être un grand mouvement de démocratie et de progrès. Mais ça n'a pas été ce mouvement de démocratie. On voit apparaître dans notre propre pays, dans beaucoup de pays, la montée des nationalismes, du populisme, des nationalismes étriqués, c'est-à-dire identitaires, pas de la défense de la nation telle que nous la concevons. On voit, même avec la guerre en Ukraine, des gouvernements pro-russes, qui sont en train de s'exprimer au sein même de l'Union européenne. Donc la question marché-démocratie, ça ne peut plus être la règle. C'est même l'inverse. Ce dont nous avons besoin, c'est de la régulation politique pour construire l'avenir des peuples. Je le dis parce que je suis très frappée que la social-démocratie européenne, qui nous a beaucoup seriné sur, vous allez voir, on va être interdépendant économiquement, donc la démocratie va se poursuivre, n'en tire aucune leçon. Nos amis socialistes avec lesquels nous discutons, je suis quand même étonnée de voir qu'il n'y a pas l'ombre d'une initiative de l'internationale socialiste pour faire une grande rencontre mondiale sur comment on fait vivre la démocratie dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'ils sont sociaux-démocrates. Au moins la démocratie, et évidemment le social. Mais tout ça pour vous dire que, pour nous, ça n'est pas un petit combat. Nous ne nous résignons pas à ce que la France ne soit pas
un acteur, mais un acteur lucide, de savoir comment nous allons faire progresser l'idée de démocratie dans le monde et de droit fondamental de chaque personne garanti. Deuxièmement, donc au sein de l'UE, si nous ne faisons rien au sein de l'UE, si nous repartons comme d'habitude avec la fuite en avant, on va s'élargir, et je te fais faire des petits pas, on avance, quand même, bon, non. Si rien de stratégique ne bouge, nous allons vers un double mouvement de discrédit de l'Union européenne et la montée des nationalismes et populismes, et de l'autre côté un affaiblissement de la France. Parce que par ailleurs, je ne vais pas revenir dessus, mais depuis la construction, notamment depuis le grand marché, mais surtout depuis l'euro, il y a un affaiblissement économique de la France au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est que des nazes, parce que ça a percuté plein fouet tout ce qui faisait notre force et notre modèle. Service public, intervention publique de l'État, capital public, capacité à essayer d'avoir... Je vous rappelle qu'on a mené des débats pour le SMIC. Il y avait encore des sociodémocrates pour nous dire que le SMIC, c'était pas bien, qu'il fallait mieux négocier dans l'entreprise. Toutes ces batailles-là, l'Union européenne ne les a pas portées. Dumping social, dumping fiscal, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc, il nous faut aborder ces élections européennes, pas seulement pour savoir si on va faire 2 pouillèmes de plus que la liste de Marine Le Pen. Est-ce que nous avons un discours fort sur l'avenir de l'Europe et la place de la France? C'est ça que les Français attendent. Quand je dis la place de la France, ce n'est pas une place théorique, hein, du genre Macron qui fanfaronne et réussit à se mettre mal avec la terre entière. Non, c'est la place de la France dans la défense de son modèle et dans la défense de l'intérêt de nos concitoyens. Car aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes et j'y reviendrai. Donc sur l'Europe, je pense que la question du projet prime sur tout. Car il faut repolitiser le débat européen. Et repolitiser, c'est pas savoir si la NUPES va passer devant, de 2 points devant Marine Le Pen. C'est quelle Europe nous voulons, comment on fait vivre l'avenir de la France dans ce cadre. Et moi, je le dis tout net, si nous ne nous battons pas pour une nouvelle architecture de l'Union, qui donne à la fois des responsabilités à l'Union en tant que telle, et redonne aux États membres une capacité d'intervention propre, en particulier pour collaborer entre eux, nous allons vers de graves tensions à terme, soit on accède à notre affaiblissement, soit ça va mal se finir. Quand je dis nouvelle architecture, c'est que oui, on peut attendre que l'Union européenne soit capable de résister aux GAFAM, de résister aux multinationales, de résister à toute une série de règles chinoises et d'organiser notre protection. Tout ce qui doit nous permettre d'être forts ensemble, mais même sur ce terrain. Moi, je veux bien, on est content, on a fait le RGPD, c'est mieux que rien. On fait des règles de régulation. Mais les fondamentaux de l'Union européenne, c'est qu'on ne fait pas d'intervention. Ce qu'on peut attendre sur les GAFAM, c'est pas seulement qu'on les régule, c'est qu'on fasse émerger des outils européens dans le cloud, dans tout le champ, dans l'intelligence artificielle, dans tout le champ de ce qui s'ouvre dans ce domaine considérable. Et qu'on ne soit pas simplement à les réguler, mais qu'on soit en capacité de diversifier les acteurs pour que l'Europe soit présente sur le champ des nouvelles technologies, de l'information, de la défense de sa culture. Je crois que c'est Raquel qui parlait de Netflix. On devrait être avec les anglo-saxons dans un challenge culturel. Ils ont le droit de défendre leur point de vue. Mais il faut les challenger. Sinon, c'est la pensée unique. Et d'ailleurs, avec le retour de bâton, que tout ce qui vient de l'Occident, c'est négatif. Donc, l'Europe doit être consolidée là où elle devrait être efficace et forte, mais on doit redonner aux États membres des marges de manœuvre parce que les inégalités intra-européennes se sont accrues. Et que si on n'a pas d'aide d'État, si on n'a pas la capacité de collaborer
entre pays autour de projets industriels, eh ben, on est auto-paralysé et en particulier la France, nous sommes dans un appauvrissement inquiétant. Donc ce débat, on va l'avoir, on l'aura avec des partenaires que nous allons choisir en commun. Nous avons entendu l'appel aimable et accueillant de Fabien Roussel. Nos différentes organisations vont rencontrer les différents partis de gauche et nous allons ensuite, en commun, décider de notre stratégie. Je sens que nous convergerons aisément parce que sur le fond politique, nous sommes d'accord pour dire c'est d'abord le projet qui commande l'alliance. Et deuxièmement, parce que nous savons que nous avons besoin de nous renforcer, non pas en étant le bagage accompagné de tel ou tel, non pas en ayant un strapontin pour nous faire plaisir, mais parce qu'il faut que nous nous affirmions comme une force politique capable d'être partenaire des partis de gauche d'aujourd'hui. Deuxièmement, quand je parle de la crise européenne, de la crise de démocratie, je pense qu'en France, nous n'avons pas seulement une crise démocratique. Bon, le terme crise, elle a raison, Sophie, c'est pas le bon parce qu'on va pas revenir. Bon, malaise, disons crise pour simplifier. Nous vivons une crise républicaine. Pourquoi? Parce que la démocratie, dans notre pays, elle s'incarne autour de l'idée d'un destin commun. Beaucoup nous disent qu'on manque de projet commun. Le projet commun, c'est de nous retrouver un destin national commun et que la gauche propose une certaine voie du destin commun. Historiquement, la gauche, en tout cas la gauche française, s'est matricée, a été reconnue par notre peuple comme étant une certaine vision de la République, dont dans certains cas elle a gagné la bataille sur la laïcité. Il faut bien dire que ça venait de la gauche quand même. Et la question de la République sociale qui génère la pensée jaurèsienne et qui génère une large partie de la gauche française, ça reste la grande question. Quelle République à proposer au destin de la France? Et cette République, aujourd'hui, elle est très très mise à mal, pas seulement parce qu'elle n'est pas assez sociale. Elle est mise à mal dans ses fondamentaux qui, justement, jusqu'à présent, ont constitué, étape historique par étape historique, une forme de cohésion nationale dans laquelle le débat politique s'inscrivait. Pourquoi notre République est affaiblie et pourquoi d'ailleurs la crise démocratique a lieu partout? C'est que partout, le libéralisme n'a pas été à la hauteur des promesses, fausses promesses qu'on faisait au peuple. Ils allaient vivre mieux, on allait avoir plus d'enrichissement, moins d'inégalités, etc. Et donc, pourquoi la République française est aujourd'hui particulièrement affaiblie et que notre projet, notre parti, nos partis doivent impérativement proposer aux Français de faire pour l'avenir de l'efficience de la promesse républicaine la grande question du XXIe siècle. Premièrement, la question de la souveraineté. La République, c'est le peuple souverain. Le peuple, comme je l'ai dit, concept, ça se construit la souveraineté. C'est pas simplement le peuple décide du jour au lendemain, on change d'avis. Bon, c'est des institutions, c'est une façon d'avoir un vrai pouvoir sur les choses. Cette souveraineté populaire, c'est ce qui nous amène à penser, qu'il faut revendiquer dans l'Union européenne des nouvelles marges de manœuvre. Prenons l'exemple du marché de l'électricité. On en a beaucoup parlé. D'ailleurs, au passage, j'ai trouvé toutes nos tables rondes particulièrement intéressantes. On a donc, sur le marché de l'électricité, ça suffit, puis il faut arrêter. On va essayer de convaincre mon œil. Quand on a des intérêts divergents, on le sait, on ne fait pas comme si. Donc on dit aux Allemands, soit on fait semblant de ne pas voir, soit on leur dit maintenant, nos amis, on ne va pas se faire tondre la laine sur le dos, donc nous n'accepterons pas ça, discutons-en.
il y a peut-être des sujets, des compromis sur d'autres sujets à faire, mais à condition de tenir sérieux sur les positions et pas faire comme d'habitude, faire semblant, dire on va essayer de négocier pour capituler en race campagne derrière. Donc c'est fondamental que nous travaillions à la souveraineté retrouvée. Cette souveraineté retrouvée, tout le débat qui a eu lieu tout à l'heure montre bien qu'il y a un problème d'organisation de la vie démocratique et des choix institutionnels de ce pays. Ce que je veux vous dire, c'est que je crois qu'à l'FGR, on s'est mis d'accord sur l'idée de produire un texte commun sur quoi nous sommes d'accord dans les institutions. Sachant que, moi j'étais historiquement pour la 6e République, au passage, j'ai jamais été pour l'élection, pour remettre en cause l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que je pense, comme Lénine, un pas devant les masses, pas 10. Mais bon, cela dit, je pense qu'il y a un socle de modifications institutionnelles, plus ou moins, d'ailleurs, on l'a vu aussi avec ce qu'a dit Benjamin, des choses qui ne sont pas toutes dans la Constitution, qu'il faut qu'on produise en commun pour pouvoir le mettre dans le débat avec l'ensemble de nos partenaires. Pourquoi je dis ça? C'est que, j'en discutais avec Raquel, je ne crois pas à la logique de la constituante. Parce que je crois que dans les temps troublés, les gens n'ont pas envie de faire un chèque en blanc. C'est-à-dire, on vous donne les manettes, vous allez nous sortir un projet de constitution, puis après, ce sera oui ou non référendum. Je crois que le pays a besoin que les forces de gauche travaillent entre elles, définissent un socle commun, parce que moi, je me rappelle les débats au PS, mais il n'y a pas qu'au PS. Il y a des présidentialistes qui vous disent la 6e République, c'est plus de Premier ministre, et on fait comme aux États-Unis. Et moi, j'étais l'inverse, j'étais une parlementariste qui dit le Premier ministre doit être nommé, non pas par le président de la République, mais élu par l'Assemblée. Donc, vous voyez, par exemple, je prends ça comme exemple. On va pas, le temps nous manque pour qu'on aille au fond, mais il va falloir le prendre, ce temps. On va y travailler ensemble, parce que face au gloubi-glouba, comme disait Mélenchon, sur des propositions Macron sur les institutions, il faut que nous ayons une riposte qui ne soit pas simplement la critique machin, mais une certaine vision des étapes pour démocratiser, respirer nos institutions. Mais la démocratie, je suis très frappée d'une chose, même à gauche, j'entends plus parler de démocratie sociale. Je n'entends plus parler du rôle des salariés dans l'entreprise. Or, c'est une crise majeure. Les gens se sentent des pions dans les institutions, des pions au travail, des pions même parfois dans leur collectivité. C'est peut-être là encore, ils le ressentent moins. Donc, nous avons besoin de redonner du pouvoir aux salariés. Et la démocratie, c'est pas causer toujours, on vous consulte, on verra selon, etc. C'est bien une question de répartition du pouvoir. Et dans l'entreprise, non seulement une large part du droit social a été affaiblie et mis sous boisseau, mais on peut quand même s'interroger. Et je vois d'ailleurs les syndicats qui, historiquement en France, étaient quand même plus réticents à l'idée de cogestion, sans en aller jusque-là, revendiquer des vrais pouvoirs et des vraies capacités, soit de veto, soit de décision, sur des champs majeurs de la vie de l'entreprise. Car pour croire en la démocratie, il ne faut pas simplement qu'il y ait des institutions qui paraissent bien. Il faut avoir le sentiment qu'on compte sur un certain nombre de décisions qui nous concernent. Mais qu'on ne compte pas seulement individuellement, qu'on compte comme acteur d'une démarche collective. C'est ça qu'il faut essayer de reconstruire dans notre pays. Et moi, je souhaite que nous fassions des propositions très offensives sur la démocratie dans l'entreprise, les nouvelles formes de démocratie sociale et la manière dont on redonne aux salariés du pouvoir. J'ai donné quelques exemples sur les prix de transfert hier. Enfin bon, il y a des choses tout à fait concrètes. Et d'ailleurs, les syndicats y travaillent. On peut aisément s'inspirer de leur démarche. Sophie a eu raison d'attirer notre attention sur le fait que
Il ne suffit pas d'avoir des bonnes lois, d'avoir des bonnes intentions. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Car pour moi, et je l'ai écrit depuis longue date, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les cannibales de l'État en 1993. Donc vous voyez, pour les antiquités, vous pouvez regarder ce que j'ai écrit. Pour moi, c'est un des travers majeurs de la Ve République, parce que la crise démocratique, elle n'est pas qu'en France, hein, mais en France, il y en a une supplémentaire, c'est la technocratisation de la politique, de la vie publique et de l'État. Et maintenant s'y ajoute un démantèlement de l'État. Là, on atteint le paroxysme. L'impuissance organisée, l'empilement des compétences, soi-disant que maintenant on les a rationalisées, plus on rationalise, moins il y a de capacité à agir. C'est fait pour vous expliquer que vous ne pouvez jamais rien faire à un niveau qui font du consensus, bilan des courses, on ne fait pas. Deuxièmement, une pensée qui pense que dès qu'il y a un élu local, c'est cloche-merle, comme si les technocrates n'étaient pas cloche-merle de leur culture à eux. Hein. Donc bref, on a vraiment un problème de la dévitalisation, de l'impuissance, de l'action de l'État et de l'action des publics en général. Ce qui, évidemment, amène les gens à dire qu'il y a trop d'État, il y a trop de normes. Bon, il y a des fois trop de normes. Mais l'essentiel, c'est surtout qu'on se met dans un système qui s'auto-paralyse. Et tout est fait pour que l'État soit impuissant et jamais... si un jour on a le temps, je vous expliquerai qu'hélas, au sein même d'un gouvernement, tout est fait pour impuissanter les ministres, à part ceux des Finances, qui, eux, finalement, finissent par avoir les pleins pouvoirs. Donc, on voit bien que cette question de retrouver l'État républicain, non seulement par la présence des services publics, non seulement par la remobilisation des fonctionnaires, nous devons être le parti qui exige que la fonction publique soit respectée, bien financée, considérée comme un des piliers de la République et pas comme des empêcheurs à tourner en rond qui s'engraissent sur le dos de je ne sais qui, c'est fondamental. Parce que dans l'histoire du socialisme, dans l'histoire de la gauche française, ce lien indéfectible entre la fonction publique, l'État, la République, comme matrice de notre système politico-social, est un élément déterminant. Et à partir du moment où on n'a plus cela, eh ben nous avons que des individus qui se sentent victimes. Alors ça, c'est la grande vision actuelle. On défend les victimes. Ben nous, on ne souhaite pas, bien sûr qu'on défend les victimes, mais on souhaite que les gens soient plus victimes. Les gens aient les moyens de s'imposer, de se faire entendre, d'être respectés. Je le dis parce qu'on le voit bien que même à gauche, il y a quand même la gauche de la victimologie. Il faut réparer les victimes, mais il ne faut pas vraiment fondamentalement remettre en cause l'ordre établi qui finalement crée des victimes. Puis après on choisit ses victimes. Il y a ceux qui crient plus ou moins fort, il y a ceux qui sont plutôt au bon endroit. Non, ce n'est pas du tout notre vision. C'est le troisième point qui me paraît fondamental, c'est l'universalisme républicain. C'est vrai que ce n'est pas facile d'aller expliquer à nos gamins la laïcité dans certains cas, et c'est vrai aussi qu'à force d'avoir la laïcité coup de trick, sans avoir le côté émancipateur de la République, évidemment les gens finissent par dire que c'est un prétexte. Il ne faut pas lâcher, mais il faut construire aussi ce qui est ces progrès communs. Quant à l'école publique, il y a encore tant et tant d'échecs scolaires. Eh bien, il faut que ce soit aussi important pour nous, si ce n'est plus, que le respect strict, et là-dessus, il ne faut rien lâcher, de la laïcité. Et pas dire c'est secondaire. Non, tout est important. Mais il faut poser sérieusement la question de la réussite scolaire dans ce pays. Il faut poser sérieusement la question de la lutte contre les discriminations. Non, il n'y a pas à mettre en concurrence l'égalité des droits et lutter contre les discriminations. C'est parce qu'elles sont réelles. On doit partir du réel. Non, on ne dit pas la police tue, parce que nous ne sommes pas d'accord sur cette analyse qui englobe l'institution, mais nous sommes lucides sur le fait qu'au sein de la police, s'il n'y a pas
un changement culturel, de formation, de moyens, d'ordre donné d'en haut pour garantir la non-pratique ségrégative, la violence comme n'étant l'ultime recours et pas la facilité de l'instant, nous avons fondamentalement besoin de redonner effectivement de la force à l'universalité des droits, à l'universalisme républicain. Alors j'ai été un peu étonnée des propos de Jean-Luc, qui lui pourtant, comme j'allais dire, dans ma jeunesse, passait son temps à me donner des leçons de plus laïque que moi tu meurs. J'ai été très frappée de sa formule en disant oui, c'est normal, tout le monde ne peut pas vivre comme nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou même les mêmes valeurs. Il a même pris une formule, pas simplement le mode de vie, parce que oui, chacun peut faire le mode de vie qu'il veut. Mais du genre, on n'a pas le même cadre de pensée, etc. Et ce qui compte, c'est seulement la dignité. Alors, pour les féministes qui ont suivi un peu les affaires depuis des années, il y a eu des gros débats à l'ONU sur faut-il avoir un traitement digne des femmes. Ça, l'Arabie saoudite et l'Église catholique étaient d'accord. On est content parce que quand même, des fois, c'est même pas digne du tout. Hein. Pensez à nos amies iraniennes, terribles. Bon. Et là, il dit, ce qui compte, c'est la dignité. Or, nous, les féministes, la France d'ailleurs, on se battait sur l'idée d'égalité, pas simplement de traitement de dignité. À quoi ça renvoie? Il ne s'agit pas d'aller faire que le modèle de la République française soit du copier-coller imposé à tout le monde. D'ailleurs, même si on essayait, on perdrait. C'est de dire que l'universalité des droits de la personne humaine sont absolument pas liés au mode de vie, aux traditions. C'est un combat qu'on mène partout, quoi qu'il en soit. Et ça... Pourquoi je dis Jean-Luc? Parce qu'on peut dire sa langue à fourcher. Il y a des camarades qui n'ont pas la finesse historique des mots qu'a Jean-Luc Mélenchon. Il sait de quoi il parle. Donc quand c'est quelqu'un qui dit par maladresse ou par facilité, on peut s'interroger. Mais quand c'est lui-même qui le dit à BFM TV ou je ne sais quel dimanche matin où il était invité, forcément, c'est pas tombé du ciel par hasard. Et ça vient un peu en écho avec des choses qui, par ailleurs, parfois, nous inquiètent. Je ne suis pas là pour faire, parce que je ne crois pas que le sujet numéro 1, c'est l'attaque de Jean-Luc Mélenchon pour essayer de se donner une identité. Je pense personnellement que cette question d'universalisme mérite une énorme pédagogie. Parce que les combats politiques, ce n'est pas toujours s'adapter à ce que l'air du temps produit et à ce que la majorité décline. Moi, je me rappelle avoir eu des débats. Vous savez, regardez sur le libéralisme. Quand j'ai voté contre, je l'ai rappelé, la dérégulation des directives sur le gaz, l'électricité, tout ça. J'étais une vieille archaïque. Mais je vous jure, hein, c'est quasiment, t'as rien compris. Ou quand Rocard nous disait, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir nationalisé Renault, l'État n'est pas là pour faire des voitures. Ben oui, non, bien sûr. Mais il est là pour garantir que les industries françaises restent en France, hein, quand même. Bon. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas céder à la facilité de l'instant. Mais en même temps, il ne faut pas se camper comme étant la statue du commandeur, t'as rien compris. Non, il faut s'affronter aux problèmes d'aujourd'hui. Il faut s'affronter à la manière de faire vivre effectivement l'universalité des droits. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas mollir sur d'autres droits. Comment dans la République française, une des 5e ou 6e puissances du monde, j'en sais rien, même 7e à la limite, on n'est pas foutu de garantir le droit au logement à tous. C'est pas la compétition mondiale, gna gna gna, qui nous empêche. C'est qu'on n'a pas le courage de s'attaquer à la rente foncière. On ne veut pas réguler les prix. On ne veut pas mettre des moyens publics là où c'est la priorité, non pas dans des avantages fiscaux type Pinel qui n'ont fait qu'accroître la spéculation immobilière, mais plutôt le donner dans le logement social, l'accession sociale ou le locatif social. On est devant des situations où on abandonne des combats pour des droits fondamentaux. Alors la gauche le fait sur ce sujet,
mais on le fait un peu comme, comment dire, on le fait un peu comme une sorte d'exercice obligé. Combien de maires de gauche s'engagent pour dire je construirai du logement, je construirai du logement social, de qualité environnementale, je demande qu'on régule les prix dans ma commune, plutôt que de faire monter les charges foncières pour remplir le budget communal. Combien le font? Donc nos combats, ils sont évidemment des combats très concrets sur l'égalité des droits de nos concitoyens. Il y a plein d'autres exemples. Et en tout cas, je vous dis, la question de l'universalisme est une question centrale, et celle de la laïcité, je ne convainc personne ici, en est évidemment le corollaire. Bref, sur la République, sa première crise, c'est la crise de l'égalité républicaine. Tous nos efforts pour crédibiliser tout le reste, c'est d'avoir des avancées réelles. Un, sur le droit donné aux citoyens et aux salariés de peser sur leur destin. Deux, d'avoir un État efficace au nom de l'intérêt général et pas l'État qui vient vous donner des leçons, qui sait mieux que l'élu local ou qui sait mieux que le citoyen ce qui est bon, parce que, par exemple, pour le logement, qu'est-ce que vous dit l'État? Et pas seulement l'État de droite actuel. Le logement social, ça doit être pour les très pauvres. Vous voyez, c'est pas le logement qui garantit l'accès des couches populaires et des couches moyennes basses à un logement abordable et de qualité. C'est-à-dire, pas un État caritatif, évidemment il doit l'être, hein, parce que ce que tu as dit, Sophie, sur les SDF est hélas terrible, mais un État qui promeut l'égalité réellement. Bref, la question de l'égalité. Je ne veux pas être trop longue, j'ai beaucoup parlé de la démocratie, du pouvoir. Je voudrais d'abord vous dire un mot sur l'économique et le social. Parce que Emmanuel a eu raison de vous dire, enfin, quelle rentrée. Hein. Médine, je ne sais plus ce qu'on avait encore inventé. Ah oui, les barbecues, les femmes. Ça me met dans des rages. Enfin, j'imagine que vous aussi, donc c'est pas la peine que je commande. On n'a plus de réflexion économique et sociale. Même notre ami Fabien Roussel, qui a le courage quand même de répéter à longueur de journée que la question du pouvoir d'achat, des conditions de vie objectives des Français, c'est quand même le grand sujet actuel, hein, parce qu'on n'a jamais vu des pauvres devenir spontanément pro-républicains, philo-universalistes et autres. Les gens, ils sont devant leurs problèmes, ils veulent les régler, et on les comprend, hein, on n'a qu'une vie. Hein, bon. Donc, c'est fondamental. Mais je pense que la crédibilité, parce que bon, les syndicats font leur boulot, il faudra être c'est le 13 hein, ou le 23, je ne sais plus. Le 13. D'ailleurs, c'est une très bonne interview croisée, enfin commun, entre Marie-Lise Léon et Sophie Binet, que je vous invite à bien regarder. On ne peut pas avoir que des revendications sociales. On ne peut pas dire on va augmenter les salaires, on va indexer les salaires, on veut la retraite à 60 ans, on veut ceci, on veut cela. Il faut quand même qu'on donne une cohérence économique à tout ça. Ça ne peut pas être une somme de dépenses. Et on ne peut même pas non plus simplement se contenter de dire on va faire l'ISF qui est maintenant mis à toutes les sauces. Il va résoudre tout. Bon. Donc il y a une réflexion stratégique dans la période de crise que nous vivons. Et de ce point de vue, les analyses de David Kella sont très, très riches de pistes sur nos choix économiques à mener, qui montrent à quel point on a les moyens d'avoir une stratégie économique de redressement de la France, et en même temps, si je puis dire, et en même temps, par une redistribution des richesses, une valorisation des salariés et des salaires, qui nous permettent de soutenir cette démarche, mais qui n'en est pas le seul outil. Transition écologique, réindustrialisation de la France. Il va falloir faire des investissements massifs. On l'a vu en infrastructure, en capital public dans certains domaines, etc. Donc il faut une stratégie de relance de la croissance, une croissance écologique, par l'investissement
et par la juste redistribution en valorisant les salariés, le travail. Et ce projet économico-social, il suppose une économie mixte. Et je reviens au débat sur la République, sur le rôle de l'État. Je vous rappelle que la gauche, dite du programme commun, qu'on a beaucoup caricaturé, était une gauche qui alliait 3 piliers économiques capables de soutenir le développement. Premièrement, le marché, bien sûr, quand il y a une adéquation offre-demande, bon, il peut être régulé dans certains cas, et des fois il marche très bien tout seul. Mais aussi le secteur public, le capital public, les entreprises publiques, tout ou partie impliquée par le capital public. Et puis l'économie sociale et solidaire qui n'est pas que résiduelle. La plus grande entreprise de câbles souterrains française, vous savez, les câbles sous-marins, c'est une coopérative. Toute une série de nos exportations se font par des coopératives, qui ne sont pas toutes des modèles de vertu, de participation des coopérateurs, mais qui ont au moins tous l'avantage, c'est que les bénéfices réalisés sont réinvestis dans l'entreprise. Ils ne sont pas versés en dividendes. C'est déjà pas mal. On peut attendre parfois un peu plus de bon. Mais tout ça pour vous dire que réinventer ce qu'on appelait à l'époque l'économie mixte, comme une réponse adaptée à la France face aux crises que nous vivons, pour regagner notre souveraineté économique, pour assurer qu'il n'y a pas une fuite de ces dividendes partout et qu'on se donne les moyens de réinvestir dans le pays, me paraît fondamental à promouvoir. Je souhaite donc, et je pense qu'on va y travailler, que notre fédération travaille alors peut-être que le mot relance va donner un côté productiviste et ça insuffisant, enfin bon, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais une nouvelle donne économique pour le redressement du pays, la répartition des richesses et la réussite de la transition écologique. Parce que c'est une pensée économico-sociale qui convaincra nos concitoyens. Ce n'est pas la succession de revendications ponctuelles, fût-elles les plus légitimes possibles. Il va de soi que ça suppose de repenser assez fondamentalement notre modèle fiscal. Et là, moi, je suis pour une révolution fiscale. Il faut réfléchir à l'avenir des cotisations sociales, qui, j'entendais encore l'ancien patron du MEDEF, sur le thème « il faut donner plus de salaire net ». Comment baisser les cotisations? Bonjour, on a donné, on connaît par cœur, etc. Reste que, dans certains domaines, notamment dans l'industrie, les cotisations qui sont souvent adossées, non pas à la valeur ajoutée, mais au salaire, il y a sans doute des calages à faire. Et un grand mouvement de justice fiscale et de nouvelles données. D'ailleurs, au passage, je vois refleurir chez certains économistes l'idée de la taxe Tobin, c'est-à-dire la taxe sur les transactions financières. Je ne vois pas pourquoi on a abandonné cette idée. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mouvements, et pas à gauche, qui revendiquent cette taxation sur les mouvements financiers. Elle existe théoriquement en France, de 0,00, je ne sais pas combien. Mais bref, vous voyez que derrière la fiscalité, il y a quand même la grande question, comment on fait contribuer le capital à davantage que le travail à l'avenir de nos pays. Et la fiscalité y joue. Si vous obligez qu'il y a moins de dividendes et plus de réinvestissements, vous contribuez au renforcement du pays. Donc voilà ce qui est devant nous en termes de choix politiques. Je vais terminer sur l'état de la gauche. Voilà, vous me direz, ça peut être court parce que si on s'en tient au constat, sur lequel je ne vais pas m'étendre, on peut dire que c'est assez déplorable. D'abord, la gauche est faible. Elle est trop faible. Parce qu'il y a des pans entiers, et c'est là-dessus que je vais finir, parce que sur les formes de rassemblement, tout le monde fait des circonvolutions. Si on avait trouvé la forme ad hoc de cela, je pense qu'on aurait déjà une écoute supérieure. Mais, moi, ce que je constate, c'est que la gauche est faible. Et pourquoi elle est faible? Bon, alors, on l'a dit, décrochage des couches populaires, abstention, pas seulement des couches populaires. Je rappelle
que le gros de la fonction... Alors, vous me direz que la fonction publique, c'est aussi les couches populaires. Mais quand même, ce n'est pas seulement les ouvriers, disons, ni même les habitants des quartiers, etc. La masse des fonctionnaires qui votent Marine Le Pen, ou qui s'abstiennent, c'est quand même terrifiant. Là, c'est quand même une faillite. Alors là, non seulement de la gauche, mais de la gauche historiquement socialisante. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement des blocs sociologiques qu'il faudrait... Bon, oui, il faut retrouver, comme disait jadis, un front de classe, c'est-à-dire un regroupement de blocs sociologiques qui se retrouvent dans un intérêt commun et une vision commune de notre avenir. Mais ce qui manque, c'est qu'une partie de ce qui fait historiquement la gauche française, une certaine idée de la gauche, comme disait le général pour la France, eh bien, n'est plus présente, entendue, par toute une série de nos concitoyens, jeunes ou vieux, qui ont l'impression de ne plus entendre la gauche qu'ils aiment, la gauche qu'ils attendent, la gauche qu'ils espèrent. Et ils se désespèrent eux-mêmes de ne plus trouver suffisamment d'écho, de paroles de gauche, de propositions de gauche, qui correspondent à ce qui a été ce terreau de la fameuse gauche jaurétienne, républicaine, radicalement sociale. Pas parce qu'on est républicain, ça veut dire qu'on est modéré. Hein. Non. J'aime bien nos amis l'RDG et Clémenceau, mais j'ai quand même une notoire préférence pour Jean Jaurès. Donc, qui à l'époque apparaissait quand même très, très, très à gauche. Hein. On est selon les périodes. Tout ça pour dire que nous avons impérativement besoin d'être plus entendus, plus clairs dans nos choix, plus en phase avec cette aspiration de toute une partie de la population française qui ne sait plus à quel sens se vouer, si je puis dire, faute de trouver une gauche qui lui correspond, voire parfois, et qui ont le sentiment que la gauche les provoque. Leur crache à la figure, il ne faut pas exagérer, mais quand même se moque d'eux, leur donne de façon péremptoire comment ils doivent vivre. Les mêmes qui utilisent Internet à fond la caisse, avec comme moi 2 portables, je suis une très mauvaise écolo de ce point de vue, avec une énorme consommation énergétique, et quand les malheureux ont le malheur de dire que pour aller au boulot, ils prennent leur bagnole, je m'excuse, mais il faut voir, il faut arrêter. Il faut d'autant plus arrêter que la France est un des pays qui a le moins de CO2 par habitant. Nous sommes parmi les meilleurs au monde si on prend le CO2 par habitant. Et on passe le temps à nous flageller. Alors bon, c'est vrai que c'est beaucoup lié au nucléaire. Mais enfin, dans la période, quand même être content d'être dans les meilleurs trucs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais cette espèce de marche forcée, on sait mieux que vous ce qu'il faut faire pour combattre l'effet de serre, il n'y a pas un Français qui n'a pas repéré que cette année, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, à fond la caisse, ils continuent à polluer. Et on leur dit, toi, ton barbecue, terminé. Bouffer de la viande, fini. D'ailleurs, ils mangent moins de viande pour des raisons de santé. Ils ont parfaitement compris qu'il ne fallait pas abuser de la viande, mais il faudra manger de la bonne. Bon. Je dis ça parce que cette espèce de provocation de l'impérium du mode de vie me paraît très scabreux du point de vue des libertés individuelles. Et ça nous ramène à une question plus stratégique sur ce qu'est la gauche. Historiquement, la gauche n'est pas prescripteur moral, même s'il y a toujours eu une morale républicaine où on incite les gens à être citoyens, on porte des valeurs, etc. Mais intrinsèquement, la gauche, elle pense que c'est en transformant les structures, en transformant la société dans son organisation, qu'on promeut des comportements plus favorables au vivre ensemble, au respect mutuel, etc. Bien sûr, il y a des lois, mais on n'est pas dans l'impérium comportemental. On est dans le changement des structures pour promouvoir des comportements plus favorables. Alors après, évidemment, la loi, on ne tue pas son voisin, machin, bon. Mais voyez bien qu'on est en train de déraper un peu là-dessus. C'est-à-dire que faute de remettre en cause radicalement le système,
eh ben, on pense qu'on va y aller à coup d'interdits et de démarches comportementales. Alors après, on arrive au faux débat. L'écologie punitive ou pas? Non, mais l'écologie, sa vraie matrice, c'est est-ce que vraiment ça fait avancer la cause? Est-ce qu'on a fait avancer la cause? Et si j'ai été très louangeuse sur le CO2 par habitant de la France, je nommais pas qu'en réalité, on a un CO2 par habitant faible parce qu'on a beaucoup désindustrialisé. Et que quand on fait le bilan des imports, évidemment, le bilan est moins bon. Mais ce que je veux faire comme preuve, c'est que les modes de production françaises, pour peu qu'on les modernise, qu'on les fasse évoluer, sont de nature, si on réindustrialise la France, et en particulier, entre guillemets, relocalise, on a eu le débat sur ce que veut dire ce terme, eh bien, nous sommes en mesure de contribuer de manière très efficace à la lutte contre l'effet de serre, plus qu'en faisant chier les pauvres gens qui ne peuvent pas. Après, moi, je suis pour le progrès scientifique et technique. Oui, il faut faire du leasing social. Il faut que le coût des voitures, et les copains de la CGT travaillent à des projets de voitures électriques moins polluants. Bref, je suis pour tout ça. Mais je suis pour qu'on hiérarchise les priorités. Et surtout, et je terminerai là-dessus, il est fondamental qu'on ait l'adhésion le plus large possible d'une large partie du peuple de ce pays. Catégories populaires, abstentionnistes, fonctionnaires, enseignants, petites et moyennes entreprises, dont un certain nombre de patrons sont des sous-traitants exploités des grandes multinationales. Bref, nous avons besoin de cette grande alliance de classe autour d'un nouveau projet qui est finalement la promesse républicaine, le grand élan républicain qui a fait tant de projets de progrès, notamment avec le CNR, et tant de force pour la France. Il est temps de lui redonner vigueur. Et au sein de la gauche que nous voulons rassembler, nous défendrons de pied ferme, nous défendrons de pied ferme cette forme d'identité de la gauche. Alors ayez confiance, allons militer, ne disons pas on est petit donc ceci et cela. D'abord, les autres ne sont pas si grands que ça, quand on regarde de près. Hein. Mais surtout, il y a une attente politique, il y a une attente sociale. Faisons que cette attente trouve, au moins pour ceux qui partagent largement le cap que nous proposons, ils aient le sentiment qu'il y a une voie d'avenir qui contribuera à la victoire de la gauche, une gauche majoritaire, pas une gauche qui va à la dérobade, gagner 2 points sur l'autre en espérant qu'au deuxième tour ça marche, parce qu'au bout du compte, il faut une assemblée majoritairement de gauche pour porter majoritairement des transformations avec le peuple qui sont fondamentales et nécessaires à ce pays. Alors, bonne continuation dans votre militantisme. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous voir. Nous continuerons le débat avec eux, mais nous allons partir pour de nouveaux horizons avec, je l'espère, des députés européens qui seront capables, au sein de l'Union européenne, de porter notre vision. Bonne fin d'université.